c'est Anthony Gongalvez, professeur cancérologue à Marseille, qui est membre du comité national du PCF, qui va, donc il faut le dire, du Parti communiste français, qui va intervenir. Bien. Bonjour à toutes et à tous. Je veux commencer par dire que je suis un peu ému de participer à un débat, d'abord à côté du légendaire André Chassaigne, évidemment, mais aussi en présence du représentant de la délégation cubaine, parce que je vous fais la confidence, quand j'ai décidé de devenir médecin, c'est parce qu'en fait j'ai voulu faire comme Che Guevara. Je trouvais que... Donc c'est quelque part c'est quelque part grâce à l'exemple de Che Guevara que j'ai choisi de faire médecine. Je trouvais que vouloir changer le monde en même temps que changer la vie quotidienne des gens qui souffraient, c'était un beau projet. Et c'est ça qui m'a décidé à aller dans cette direction. Je voulais le dire en commençant, puisque maintenant on en est à parler de l'expérience cubaine et de cette potentielle solution face à une situation, et c'est par là que je veux commencer, qui est quand même catastrophique. Pourquoi on est en train de discuter de cette solution potentielle au problème? Ça a été dit tout à l'heure. On est la 7e puissance mondiale et nous en sommes à discuter de la résolution d'un problème qui semble totalement insoluble. Comment répondre immédiatement aux exigences d'accès aux soins qui sont celles de l'immense majorité de nos concitoyens? Comment répondre autrement que par une aide extérieure? Et là, en l'occurrence, c'est une ironie incroyable, l'aide d'un petit pays qui est lui-même soumis à un abominable blocus et qui doit régler des problèmes terribles. Et donc, c'est ce pays qui pourrait être une solution. Donc évidemment, on voit bien qu'au-delà de cette aide exceptionnelle, il faut qu'on trouve des solutions pérennes. Ça n'est pas normal en 2025 que nous en soyons là. Alors, quelques mots quand même sur le constat, ça a été dit par tout le monde, mais il faut le redire. En France, aujourd'hui, c'est plus de 11% de la population qui n'a pas de médecin traitant. Plus de 6 millions de personnes. Plus de 6 millions de personnes, dont 600 000 personnes en ALD, affection de longue durée, c'est-à-dire des maladies chroniques, dont le principe de la prise en charge efficace, c'est justement d'avoir accès à quelqu'un qui va gérer les problèmes du quotidien. C'est comme ça qu'on augmente l'espérance de vie. C'est comme ça que Cuba a fait gagner 20 ans d'espérance de vie à sa population. C'est par une approche au quotidien, dans la résolution des petits problèmes médicaux du quotidien, qu'on fait les gains maximum d'espérance de vie en santé publique. Donc c'est très important, et la situation actuelle des gens, elle est, du point de vue de l'accès aux soins, en train de se dégrader sérieusement. 600 000 personnes en ALD sans médecin traitant. On considère que 30% de la population de ce pays vit dans un désert médical. 30% de la population. Et en fait, si on regarde la carte de France, c'est presque 90% du territoire qui est considéré comme un désert médical. Alors ça veut dire quoi dans la réalité du quotidien? Ça veut dire un hôpital public qui est de plus en plus en difficulté. On s'habitue maintenant à ce que les urgences ferment la nuit. C'est quelque chose qui est quand même hallucinant. Moi, quand j'ai commencé médecine, je me rappelle, les urgences, c'était le pôle qui était tout le temps là. Le monde pouvait s'écrouler, on savait qu'à un moment, il y avait une lumière qui était l'hôpital allumé, où il y avait toujours quelqu'un. Il y a maintenant des endroits donc, où les urgences ferment la nuit. Et il n'y a plus rien. C'est totalement incroyable. C'est l'hôpital public dont près de 100 000 lits ont été fermés sur les 30 dernières années. C'est incroyable. On s'en est rendu compte brutalement au moment du Covid, lorsqu'il a fallu avoir des places pour hospitaliser le malade. On a aussi, du point de vue de l'accès aux soins, un élément très important. C'est pas tout à fait le centre du sujet, mais c'est le reste à charge pour les patients. Quand vous avez réglé éventuellement la question d'avoir accès à un médecin, vous avez à l'heure actuelle de plus en plus de difficultés pour un grand nombre de nos concitoyens à régler la facture. Parce que la facture, c'est, on le voit avec le gouvernement ces dernières semaines, enfin avec le gouvernement potentiel sur les franchises médicales.
qui n'ont cessé d'augmenter depuis des années. Et à l'heure actuelle, le reste à charge devient absolument insupportable. Je mets à côté la scandaleuse question des dépassements d'honoraires qui contribuent également à alourdir ce reste à charge. Il y a des départements entiers dans lesquels vous ne trouvez plus un médecin chirurgien urologue, par exemple, qui ne pratique pas des dépassements d'honoraires, dont un certain nombre d'entre eux restent évidemment à la charge des mutuelles, si on en a des bonnes, ou de la poche des malades. Et le dernier élément de l'accès aux soins, qui est encore plus indirect, mais qui reste un questionnement, c'est la question des médicaments. Les pénuries de médicaments que l'on observe régulièrement en France, y compris pour des médicaments qu'on considère essentiels, médicaments de cancer, et puis le prix des médicaments innovants que nous arrivons à inventer, mais qui sont chaque jour un peu plus chers pour nos systèmes de remboursement, pour notre sécurité sociale, qui un jour va ployer sous le poids de ces prix exorbitants. Alors, au-delà de la question qui est tout à fait légitime, quelles sont les réponses urgentes et comment on peut coopérer avec Cuba pour répondre à ces questions urgentes, si on en vient aux solutions pérennes, moi je dis qu'il y a aussi beaucoup de choses à apprendre de la façon dont Cuba a structuré son accès aux soins. Parce qu'elle a posé les questions clés. La formation des médecins. On nous dit que Cuba a commencé son expérience sanitaire avec un départ, un exode des médecins vers les États-Unis avec très peu de docteurs. Donc ils sont dans une situation qui a été pire que la nôtre. Et ils ont mis en œuvre une politique de formation ambitieuse. Et d'ailleurs, on nous dit souvent, oui, ça prend 10 ans, on ne peut pas répondre, ça prend 10 ans. Mais je vous rappelle quand même que le Covid, ce sera bientôt 6 ans. Et il y a 6 ans, on nous a dit, ça prend 10 ans. Mais si on avait commencé il y a 6 ans à poser ces questions, on serait presque au bout du chemin. Il y aurait une génération d'internes qui prendrait ces fonctions maintenant. Et on me disait ça il y a 10 ans, il y a 15 ans. Donc, il ne faut plus laisser dire les gens, on ne peut pas appliquer vos solutions parce que ça prend 10 ans, parce que si on ne commence pas tout de suite, eh bien, on sera au même point dans 10 ans. Donc, la question de la formation des médecins, elle est extrêmement importante, c'est la solution évidente. Et cette formation des médecins, elle nécessite des moyens. En effet, on a enlevé le numerus clausus, mais les capacités de formation des universités, elles restent très largement insuffisantes. Donc il faut donner les moyens aux universités de se déployer, de se développer et de former les médecins. Il faut, moi je le pense, réfléchir à avoir des centres hospitalo-universitaires dans chaque département, parce que pour avoir des médecins, ça a été dit par le représentant cubain, pour avoir des médecins qui interviennent dans les zones les plus sous-denses, les territoires les plus concernés, eh bien, quoi de mieux que d'avoir des médecins qui viennent de ces territoires? Quand on veut des médecins dans les quartiers populaires des grands centres-villes, quoi de mieux que d'avoir des médecins issus des classes populaires? Parce que c'est pas simple de faire médecine. Ça n'est pas simple pour les familles populaires. Et il faut donc aller vers la démocratisation territoriale et sociale du recrutement des médecins. Ça veut dire que les enfants des quartiers populaires, ils ne doivent pas se fermer les yeux sur les carrières médicales comme ils se ferment les yeux sur les grandes écoles. Non, on doit, au contraire, présenter les carrières soignantes, carrières médicales, paramédicales, comme un formidable ascenseur social qui doit être ouvert à tout le monde. Ça veut dire prendre en charge les études de ces familles, en échange évidemment d'une incitation forte, d'une obligation à participer aux nécessités de soins dans les départements et les territoires dont ils sont issus. Donc ça, c'est un enjeu et c'est une piste pour pouvoir avoir le nombre de médecins suffisant dont nous avons besoin. Et puis, et je ne veux pas être beaucoup plus long, le deuxième élément qui me semble très important dans l'exemple cubain, c'est la capacité à mailler le territoire. Moi, je suis allé en vacances à Cuba il y a quelques années. J'avais été impressionné par le fait que chaque village, chaque ville que vous traversez commence par un grand bâtiment, enfin un petit bâtiment assez visible, qui est le bâtiment du médecin. Et il y a donc, et ça a été dit, un nombre de médecins par habitant qui est incroyable. Donc le maillage du territoire par des structures médicales qui font de la prévention, qui font de l'éducation thérapeutique, qui font de la prise en charge de maladies chroniques, c'est extrêmement
important. Et de ce point de vue, le Parti communiste français a une proposition qui rejoint celle de beaucoup d'autres acteurs. Il faut, sans évidemment mettre de côté les médecins libéraux, il faut développer une offre de centres de santé publics qui maille le territoire national, dans lequel se trouvent des médecins salariés, qui ne font pas de dépassement d'honoraires, qui travaillent en exercice collectif, avec, et ça répond d'ailleurs à leur désir personnel d'épanouissement. Les médecins ne sont pas condamnés à être des moines soldats qui vont passer 24 heures sur 24 au service de leurs malades. On peut imaginer qu'ils aient également une vie, et pour ça, la réponse est l'exercice collectif. Donc des centres de santé qui se donnent ces objectifs-là, qui recrutent ce type de médecins et qui sont répartis sur le territoire pour répondre aux besoins, eh ben, c'est une réponse évidente sur le moyen terme, si on s'y met tout de suite, à la crise qu'on traverse dans le domaine de l'accès aux soins. Voilà, je m'arrêterai là. Et...